Bonjour à tous, soyez les bienvenus à nos séries de visioconférences. Nous allons commencer aujourd'hui. Le thème qui nous intéresse, c'est la création, l'entretien et le suivi d'une mare écologique. Donc je suis parti du postulat que vous possédez un petit jardin et que vous avez toujours eu dans un petit coin de votre tête l'envie de créer une mare. Donc une petite mare dans un petit jardin. Voilà, on n'est pas dans le génie écologique, hein, on creuse une mare, on fait un système d'étanchéité et après on essaye d'obtenir un certain équilibre qu'il va falloir ensuite maintenir. Donc on verra également la dynamique un peu d'une mare et que s'il n'y a pas d'intervention, votre mare va forcément disparaître. Pour le coup, je vous ai préparé un sommaire en question. Voilà, vous êtes dans votre jardin et vous vous posez certaines questions. Donc, il ne va pas vous falloir vous tromper sur les objectifs que vous désirez pour votre pièce d'eau. Tous les objectifs sont louables, il suffit de ne pas se tromper dès le début de ce qu'on veut. Donc, première question, pourquoi créer une mare? Deuxième question, comment fonctionne une mare écologique? Vous allez voir qu'une simple pièce d'eau peut agrémenter votre jardin, mais nous aujourd'hui le contenu c'est vraiment on veut une mare écologique avec des plantes, des animaux et que le tout soit en équilibre et améliore un petit peu les fonctionnalités de votre jardin. Pardon, je vais un peu trop vite. Donc comment créer une mare? Donc là ça va être le côté technique, ce qu'on appelle aussi le phasage, les différentes successions des travaux à faire pour créer votre mare. Une fois que votre mare sera en place, pardon, comment vous allez l'entretenir. On verra donc la dynamique d'une mare. Et puis ensuite, une fois que vous avez votre mare qui est bien installée, bien équilibrée, comment on fait pour assurer le suivi écologique de votre mare? Vous verrez, ça passe principalement par des inventaires et en essayant d'améliorer la richesse de votre mare année après année. Et puis, si vous êtes sur le territoire parisien, vous êtes un collectif, sachez que la Maison Paris Nature peut vous aider dans votre projet. Déjà, le support d'aujourd'hui vous aidera bien, mais on peut également se déplacer sur votre site pour vous faire une visite diagnostique et vous apporter nos préconisations. Voilà. Alors, pourquoi créer une mare? Donc, plusieurs objectifs sont possibles. Déjà, vous allez favoriser la biodiversité dans votre jardin, c'est-à-dire la biodiversité locale. Et dès que vous créez une mare, ici vous avez l'exemple d'une petite mare qui est dans mon jardin, qui fait donc 150 litres et qui est tout à fait viable. Donc vous allez créer un nouveau milieu de vie dans votre jardin qui va être du coup un espace pour de nombreuses espèces auxiliaires, c'est-à-dire qui peuvent également vous rendre service. On verra tout à l'heure quelles espèces on parle. Voilà, donc forcément, si vous créez un nouveau milieu dans votre jardin, vous allez améliorer les fonctionnalités écologiques de votre jardin, en particulier pour la ressource en eau. Et beaucoup d'animaux et de plantes environnantes vont tout à fait apprécier ce nouveau milieu. Voilà, c'est également une ressource en eau pour de nombreux animaux. Dès qu'on crée une mare, vous verrez les oiseaux venir se baigner. Ils ont besoin de nettoyer leur plumage tous les jours ou ils vont venir s'abreuver. Vous aurez également beaucoup d'insectes qui viendront, par exemple des guêpes qui ont besoin d'eau, des abeilles. Et donc cette eau, cette ressource en eau attirera grande diversité, animale principalement. Donc, à certaines époques de l'année, votre mare représente un véritable élément esthétique du paysage, avec par exemple des typhas, des phragmites qui sont très caractéristiques des milieux aquatiques. Bien sûr, là, la photo que vous voyez, c'est la mare en hiver, donc qui est un petit peu moins jolie. Vous allez également, si vous avez la possibilité de récupérer les eaux pluviales, valoriser cette ressource en eau plutôt qu'elle parte dans les eaux usées. Vous allez la détourner pour alimenter en eau votre mare et faire vivre des espèces dont certaines au statut fragile. Nous en reparlerons un petit peu plus tard. Une mare est également un outil pédagogique pour vous.
pour acquérir de nouvelles connaissances. On parlera également tout à l'heure des liens et des ressources qui peuvent graviter autour de votre mare pour pouvoir améliorer vos connaissances naturalistes principalement. Et donc, le fait de créer une mare dans votre jardin participe également à une action globale. C'est ce que l'on appelle à l'échelle d'un territoire ou d'un département la trame bleue. Donc là, vous avez la photo de la trame bleue de la ville de Paris qui a été dénommée les chemins de la nature. Donc le principe d'une trame, qu'elle soit verte avec les végétaux ou bleue avec les milieux aquatiques, c'est de préserver et de restaurer les milieux naturels aquatiques qui permettent aux espèces soit de circuler, soit d'évoluer, soit de se reposer. Et donc voici un petit peu les différents éléments d'une trame bleue, que ce soit ici sur le territoire parisien ou ailleurs. Donc ce sont déjà des pièces d'eau stagnantes, comme des mares, des bassins. Et ça peut être des eaux courantes, comme des rivières, des canaux, des fleuves. Et donc, on va essayer de mettre en connexion un petit peu ces différents milieux pour que la faune et la flore puissent progresser, traverser votre territoire ou passer un moment de son cycle sur notre territoire. Et puis, bien sûr, il y a également dans les villes des étangs, des lacs, des pièces d'eau stagnantes, un petit peu plus importantes, qui sont de véritables réservoirs de biodiversité. Et donc, le fait de créer une mare dans votre jardin, vous participez à cette action un petit peu plus globale, voilà, où ce sont des petits réservoirs de biodiversité, tout en sachant qu'une goutte d'eau plus une goutte d'eau forme un océan, comme on dit. Donc, vous participez également à une action beaucoup plus globale à l'échelle de votre territoire. Alors, avant le premier coup de pioche, il faut vous poser les bonnes questions. C'est-à-dire que, est-ce que vous voulez une mare avec le maximum de biodiversité? C'est un petit peu l'objet de cette conférence aujourd'hui. C'est ce que nous allons rechercher. Mais vous pouvez vous contenter d'une pièce d'eau, d'un bassin, avec seulement quelques espèces que vous aurez choisies. Par exemple, des carpe-coilles. Et il faut savoir que ces objectifs ne sont pas forcément tous compatibles. À partir du moment où vous allez avoir des poissons, vous n'aurez pas un maximum de biodiversité. C'est pour ça qu'il faut bien choisir votre objectif dès le départ. Mais vous pouvez également avoir un bassin sans vie. Sachez qu'une piscine, par exemple, pour la faune, c'est déjà un milieu aquatique. Donc nous, ce que nous voulons, c'est aucune vie dans cette piscine. Ça peut être une vasque tout simplement pour que les animaux viennent s'abreuver ou se baigner. Et donc ça, il va falloir le définir dès le début. Ensuite, on passe un petit peu au côté technique, donc de quelle taille, de quelle profondeur. On verra que pour être viable, une mare a besoin d'une certaine profondeur et d'une certaine taille, tout en sachant que mon petit bassin que j'ai dans mon jardin fait 150 litres et qu'il est tout à fait viable. Donc, quel est mon budget? Donc, le plus gros budget d'une mare, c'est principalement les matériaux d'étanchéité. Voilà. Et donc, de votre budget dépendra également la taille, la profondeur et les moyens que vous devrez mettre en œuvre pour l'entretenir. Ensuite, nous parlerons un petit peu de l'étanchéité de la mare. Donc, plusieurs procédés. Ça peut être une bâche, ça peut être un bassin prémoulé, voilà, ou ça peut être un bassin maçonné. Donc là aussi, c'est une histoire de budget. Ensuite, on va décrire un petit peu le site sur lequel vous avez l'intention de mettre votre mare. C'est un petit peu l'objet des visites diagnostiques que nous faisons. Est-ce que vous avez accès à des engins de terrassement ou pas? Donc là, ça va également déterminer sa taille et sa profondeur. Si vous devez tout faire à la pelle tout seul, dans un sol très argileux avec des racines de cerisier, comme c'était mon cas, bah, vous allez faire une petite mare. Si vous avez accès pour passer à un pelle job ou une petite pelle mécanique, tout de suite, vous allez pouvoir faire une mare un petit peu plus conséquente. D'où proviendra l'eau?
Voilà, est-ce que vous allez vous contenter de l'eau du robinet, de l'eau de source, de l'eau de pluie? Sachez que la véritable définition d'une mare, c'est une pièce d'eau qui va s'assécher en été, qui n'est donc pas étanchéisée, qui a un sol argileux. Donc l'eau va s'accumuler en hiver et disparaîtra en été. La faune et la flore est tout à fait adaptée à ce genre de contraintes. Nous, ce que nous visons aujourd'hui, c'est une pièce d'eau qui est constamment en eau, donc qui est étanchéisée et nous verrons que le site sur lequel vous allez mettre votre mare est important pour cette arrivée en eau. Voilà. Est-ce que vous avez pris ensuite en compte toutes les contraintes? Avez-vous les compétences nécessaires? On sait que les mares peuvent créer des problèmes de voisinage également. Ça peut sentir mauvais, ça peut attirer beaucoup de moustiques si elle est mal gérée. Donc, est-ce que vous avez pris en compte toutes ces contraintes techniques également? Est-ce que vous avez les compétences suffisantes? Sinon, comment faire pour monter en compétences? Et puis, de quel matériel j'ai besoin? Donc là, on revient également au budget. Donc, pour une petite mare de jardin, on va dire de 3 mètres sur 2, il vous faut très très peu de matériel. On passera en revue un petit peu tout ça. Voilà. Donc, une fois que vous êtes posé toutes ces questions, le conseil du jour, c'est de rédiger un dossier MAR pour ne rien oublier, en particulier si c'est un projet d'équipe avec des équipes qui se succèdent. Quand vous créez une mare, il faut penser qu'elle va durer à peu près une vingtaine d'années. Donc peut-être que vous serez plusieurs à gérer ce nouvel aménagement. Donc il est bien d'avoir des traces écrites, voilà, et de répertorier un petit peu toutes ces questions pour ne rien oublier. Donc ce dossier vous permettra de cadrer votre action. Voici la mare du parc floral, derrière le jardin des papillons. Donc cette mare a été créée en 2005. Voilà, elle a été enchéisée. Je vous invite aussi à aller la voir au parc floral actuellement. Vous verrez qu'elle, à cause du confinement, elle manque un petit peu d'entretien. Donc ça vous donnera l'exemple un petit peu d'une mare et de son évolution sans entretien. Donc sur ce dossier, vous allez rédiger les objectifs de votre mare. On en a parlé. Est-ce que vous voulez un maximum de biodiversité ou est-ce que vous voulez simplement un trou avec de l'eau? Le type de mare, c'est-à-dire son profil, sa taille, sa profondeur, son emplacement, le budget, le phasage des travaux. Donc vous allez voir, il y a toute une succession de techniques à mettre en place avant d'avoir une jolie mare bien équilibrée. Une fois que votre mare est en place, vous avez mis vos plantes, euh, quel entretien vous allez devoir faire sur votre mare. Et puis le suivi écologique, donc là c'est la partie qu'est-ce que j'ai dans ma mare. Donc on va toujours démarrer l'année zéro et on va essayer en fait d'augmenter la richesse et la diversité de la mare année après année. Et donc pour bien se rendre compte un petit peu de cette évolution et de cette richesse, on fera des inventaires. Donc tout à l'heure, on parlera un petit peu de toute la faune présente dans une mare, toute la faune aquatique et leurs différents rôles dans une mare. Alors comment fonctionne une mare écologique? Voici une photo d'un écosystème étang, donc beaucoup plus gros qu'une mare. C'est pour ça que vous allez retrouver des poissons. Alors que dans votre petite mare de jardin, il faudra faire un choix. Soit vous mettez des poissons, soit vous laissez la faune aquatique indigène locale coloniser votre mare. Voilà. Il est très compliqué de faire cohabiter les deux, ou alors il va falloir empêcher les poissons d'atteindre certaines zones de votre mare, les zones les moins profondes par exemple, pour permettre par exemple aux amphibiens de pondre et de survivre. Donc, dans une mare, dans un écosystème, qu'il soit aquatique comme celui-là ou forestier, euh, petit cours d'écologie, un écosystème est composé de deux
éléments qui sont en interaction, un milieu inerte, donc là en l'occurrence ça va être l'atmosphère, l'eau, la roche, même si après vous pouvez avoir des organismes vivants, mais ce milieu-là est inerte et à l'intérieur de ce milieu va vivre toute une communauté vivante, plantes et animaux principalement. Et donc chacun a son rôle dans la mare. S'il vous manque un corps de métier, votre mare aura beaucoup de mal à atteindre l'équilibre désiré. Donc comme tous les écosystèmes, ça démarre toujours, on va dire, du soleil et des producteurs. Les producteurs, ce sont les plantes aquatiques supérieures, mais également le phytoplancton, là, qui vit dans l'eau, souvent sous la forme microscopique, et qui, eux, grâce à la photosynthèse, vont donc apporter l'oxygène dans l'eau nécessaire aux autres organismes. Ces producteurs qui vont s'installer et qui vont également batailler entre plantes, voilà, qui vont se concurrencer entre plantes, vont être mangés par les consommateurs de premier niveau, les herbivores. Donc là, il y a toute une guilde également d'animaux, des insectes, des crustacés, des poissons qui vont brouter, déchiqueter vos plantes et se nourrir. Donc ce sont des herbivores. Eux-mêmes seront consommés par des prédateurs de premier niveau qui vont manger. Alors là, ce sont des amphibiens, des insectes, des poissons. Les prédateurs, ce sera très très important de les favoriser dans votre zone humide. Sans ce corps de métier, c'est là que vous pouvez par exemple vous retrouver avec des larves d'insectes à profusion. Donc ces prédateurs vont se nourrir des herbivores et eux-mêmes seront dévorés par des super prédateurs. Par exemple, le héron cendré est un super prédateur qui va aller chercher poissons et autres animaux dans la mare. Et vous avez ensuite un autre corps de métier qui est très très important dans la mare, qui sont les décomposeurs. Donc ces décomposeurs vivent généralement au fond de la mare, dans la matière organique qui tombe au fond, voilà, et qui vont déchiqueter cette matière organique et s'en nourrir. Ce faisant, ils vont remettre les minéraux en suspension dans l'eau à disposition des producteurs, c'est-à-dire des plantes. Et la boucle est bouclée. Voilà. Donc si vous n'avez pas ces producteurs qui font la photosynthèse, ces herbivores, ces carnivores et ces décomposeurs, votre mare ne fonctionnera jamais. Voilà. Autre guilde importante, les parasites. Dans tous les écosystèmes équilibrés, vous avez des parasites, par exemple des acariens ou des sangsues qui vont, elles, parasiter d'autres organismes, comme les poissons. Alors, ils sont là, ils sont régulés de toute façon, mais ils sont indispensables aussi pour l'équilibre de votre mare. Donc voilà un petit peu l'écosystème aquatique et il vous faudra donc tous ces corps de métier dans votre mare. Alors, soit vous installerez les producteurs vous-même, mais certaines plantes pourront venir. Concernant les animaux, l'idéal c'est quand même de les laisser coloniser naturellement, soit parce qu'ils sont présents dans le quartier, je pense aux amphibiens. On peut être très très surpris, mais il peut y avoir dans les jardins des amphibiens, même s'il n'y a pas de zone humide. Et le fait de leur proposer une zone humide, ils viendront tout seuls. Ensuite, vous avez tout ce qui est volant, comme les insectes, qui, eux, vont venir tout seuls, en voyant la réverbération du soleil et de la lumière sur votre mare. C'est comme ça, par exemple, que les insectes odonates, coléoptères, voient qu'il y a une mare et viennent y faire leur cycle de vie. Donc, on va passer un petit peu en revue ces différents animaux et leur rôle dans l'écosystème mare. Donc, commençons par les mollusques. Donc, chez les mollusques, vous avez les gastéropodes, c'est un petit peu l'équivalent des bigorneaux en milieu marin. Donc, voici les deux plus connus, la limnée et la planorbe, qui eux sont des brouteurs, c'est-à-dire qu'ils vont brouter les algues ou déchiqueter un petit peu les plantes aquatiques. C'est très 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 facile de savoir si vous en avez, soit vous faites un petit inventaire, soit vous regardez sur le
dessous des feuilles et vous allez trouver leurs pentes, ce sont des amas gélatineux. Et donc voilà pourquoi également il faut des plantes dans la mare qui vont servir de support de ponte. Et de l'autre côté des mollusques, vous avez les bivalves, un petit peu l'équivalent des moules et des huîtres en milieu marin, sauf que là on est au milieu d'eau douce, par exemple la pisidie. Et donc leur fonction à eux, c'est soit des filtreurs, par exemple les bivalves, la pisidie filtre l'eau. Elle va se nourrir des petits animaux et du phytoplancton qui est dans l'eau, rejeter l'eau, et donc de par cette action de prédation ou de nourrissage plutôt, elles vont filtrer l'eau. Alors qu'on l'a dit, les gastéropodes, ceux de gauche, eux, broutent les algues et empêchent une prolifération des plantes aquatiques. Et puis tous ces animaux sont bien entendu des proies d'animaux prédateurs. On voit régulièrement les corneilles, les pies qui viennent sur le bord de votre mare et qui vont comme ça attraper quelques individus. Ça ne fait pas du tout de mal. Et ça, une fois que ces animaux-là sont dans votre mare, ils vont se reproduire automatiquement. Sachez qu'il est tout à fait possible d'ensemencer votre mare avec des organismes. Il faudra juste faire attention de ne pas prendre des espèces protégées, mais nous en reparlerons tout à l'heure. C'est-à-dire que vous allez booster un petit peu votre écosystème et atteindre l'équilibre désiré un petit peu plus précocement. Autre organisme, un autre ordre, les crustacés. Donc là, avec plusieurs pattes. Les plus connus sont le cyclope et la daphnie, c'est ce qu'on donne aussi à manger aux poissons. Donc eux, c'est ce qu'on appelle le zooplancton, qui vit souvent en banc de plusieurs individus entre deux eaux. Voilà, et eux sont à la base des chaînes alimentaires, ils se font dévorer par plus gros qu'eux. Donc eux aussi, vous pouvez tout à fait les introduire dans votre mare en allant chercher un seau d'eau dans un milieu analogue. Et autres crustacés, l'azelle et le gamard, qui eux vivent plutôt au fond de l'eau, dans la matière, dans la vase, et qui vont donc se nourrir de tout ce qui tombe au fond de la mare. Voilà. Donc leur rôle à eux, c'est de décomposer la matière organique. Seulement, à force que la matière organique s'accumule au fond, ils ne pourront pas venir à bout de toute cette matière organique. Et donc la vase va s'accumuler, s'accumuler. C'est pour ça qu'il faudra intervenir à un moment donné pour enlever un petit peu de cette vase. Et ce sont également des filtreurs, ce qui permet d'avoir une eau toujours limpide. Et puis bien sûr, ils se font dévorer par d'autres animaux et certains organismes du zooplancton sont également des prédateurs, c'est-à-dire que entre petits animaux, ils peuvent tout à fait se dévorer entre eux. Voilà. Donc pour voir s'ils sont présents dans votre mare, c'est assez simple. Il vous faudra une épuisette à maille assez fine et vous irez chercher avec votre épuisette au fond de la vase des feuilles mortes et vous retrouverez automatiquement ces organismes dans votre mare. Donc ils ne viendront pas tout seuls, ceux-là, c'est très rare. Même si on peut quelquefois se retrouver avec des animaux qui ne sont pas attendus dans la mare, qui ont été apportés par des oiseaux, soit sous forme de ponte ou autre. Mais je vous conseille quand même pour atteindre rapidement un équilibre de les introduire dans votre mare en allant prélever dans une mare équivalente. Ensuite, le grand groupe des insectes aquatiques. Donc là, vous avez les hétéroptères, ce qu'on appelle les punaises aquatiques. Donc voici la notonecte, le nocore, l'hydromètre, le géris, ce qu'on appelle également l'araignée d'eau. Donc elles, sont toutes des prédatrices. Donc très très intéressant de les avoir dans votre mare. Certaines chassent sous l'eau, comme la notonecte qui se tient à l'envers sous la surface de l'eau, et d'autres qui chassent plutôt en surface, et tous les animaux qui tombent à la surface de l'eau se feront dévorer
par ces punaises. Autre grand groupe d'insectes aquatiques, les coléoptères, le girin, que l'on appelle également le tourniquet. Le tourniquet, car ils font des ronds dans l'eau, à la surface de l'eau, donc ils sont très 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 visibles. Le ditique, voilà un des plus gros insectes aquatiques, et sa larve. Donc le ditique bordé que vous voyez actuellement, dans certaines régions, est protégé parce qu'il est rare. Et donc si vous l'avez dans votre mare, c'est un très très bon indicateur de la qualité du milieu que vous avez créé. L'hydrophile, qui lui est herbivore. Et donc ces coléoptères sont soit herbivores, soit prédateurs. Par exemple, la larve du ditique est un gros prédateur avec des crochets mâchoires sur sa tête et capable d'attraper des têtards, d'attraper des alevins, donc des jeunes poissons. Donc ce sont des gros prédateurs. Toujours dans les insectes, le grand groupe des odonates. Donc voilà encore un groupe indicateur de la qualité de l'eau. Les odonates, vous avez les libellules et les demoiselles. Donc on va essayer de faire la différence. Donc ce groupe est très très fragilisé de par la disparition des zones humides, bien sûr. Donc les libellules vraies qui ont les ailes à plat au repos. Donc voici quelques exemples d'espèces. Voilà, donc ça dépend de la région où vous habitez. Certaines sont protégées par la loi, tellement elles sont rares. Et de l'autre côté, voici les larves. Alors, chez les libellules et les demoiselles, les larves peuvent vivre 2-3 ans dans l'eau. Voilà, à faire de la prédation dans l'eau. En fait, leur cycle larvaire dépend un petit peu de la température. Dans les rivières de montagne, ça va être sur 4-5 ans, alors que dans vos petites mares, le cycle va être de 2-3 ans. Ensuite, la larve va sortir de l'eau et va donner place à un insecte aérien qui va vivre, lui, plutôt une saison. Voilà. Et autre groupe des odonates, les demoiselles. Alors, pour faire la différence entre les libellules et les demoiselles, donc les anisoptères ont les ailes à plat, alors que les zygoptères ont les ailes jointes. Voilà. L'agrillon, les caloptérix, par exemple, avec les ailes fumées. Voilà. Et vous avez l'intermédiaire qui est le lest vert, qui lui a les ailes ni ouvertes ni vraiment fermées, voilà. Mais qui fait partie des zygoptères. Et voici les larves des zygoptères. Et donc, adultes comme larves sont des prédateurs. Donc, eux viendront tout seuls dans votre mare à partir du moment où il y a des plantes supports. C'est-à-dire que certaines libellules vont venir pondre sur les plantes. On voit régulièrement des individus accrochés les uns aux autres. En fait, c'est le mâle qui a accroché la femelle et qui lui indique l'endroit où il faut pondre. Voilà. Certaines femelles vont pondre en vol et lâcher leurs œufs un petit peu au hasard. D'autres vont aller pondre, comme le lest vert va aller pondre sous les écorces des saules. Donc il est intéressant aussi d'avoir un arbre autour de votre mare, un arbre de milieu aquatique. Voilà. Pas trop, on verra tout à l'heure pourquoi. Voilà, donc tous ces organismes, larves et adultes, sont des prédateurs et donc ils sont également des indicateurs de la bonne qualité du milieu. Autre groupe, fragilisé également par la disparition des mares, sachez que euh, il y a quelques décennies, il y avait des mares un petit peu partout à l'entrée des villages, des villes. Cette eau servait pour les incendies, pour le lavage du matériel, euh, pour abreuver le bétail. Et toutes ces mares ont disparu. Maintenant, les mares sont plutôt à but récréatif ou pédagogique. Et donc, avec l'assèchement de toutes ces zones, ces animaux se sont retrouvés en danger. Donc tous les amphibiens ou presque sont protégés en France, c'est-à-dire que chez les amphibiens, vous avez encore deux catégories, les urodèles avec une queue et les anours qui n'ont pas de queue.
Donc les amphibiens, comme leur nom l'indique, ont deux vies, une vie aquatique et une vie terrestre. Les adultes viennent dans l'eau très très peu de temps, pondent et ressortent de l'eau pour retourner, on va dire, en milieu forestier. Donc chez les urodèles, vous avez les tritons et les salamandres. Voilà, donc la salamandre n'est pas présente à Paris, mais en fonction des régions, vous pouvez la rencontrer. C'est la moins bonne nageuse, c'est-à-dire qu'elle n'ira pas dans les pièces d'eau de grande profondeur. Elle préfère les talus, les fossés forestiers et les petites mares. Et le triton palmé, donc voici triton ponctué, triton palmé sont présents en Île-de-France. Donc là, on voit bien leur queue. Et de l'autre côté, vous avez les anours, donc grenouilles et crapauds. Voilà. Donc pour reconnaître un petit peu les différentes pontes des anours, les anours, c'est-à-dire que les grenouilles vont faire des amas de d'œufs. Voilà, donc chaque espèce va pondre à une hauteur différente et à des périodes différentes. C'est-à-dire que dès le mois de février, les premières espèces vont venir, c'est souvent les grenouilles rieuses et agiles, et vont pondre, c'est-à-dire que les femelles, les mâles vont venir les premiers, ils vont coasser et appeler les femelles. Ensuite, il va y avoir une reproduction externe, c'est-à-dire que les femelles vont pondre leurs œufs et les mâles vont arroser de leurs semences ces amas d'œufs. Voilà. Alors que les pontes de crapauds forment plutôt des chapelets, voilà, des œufs qui sont un petit peu à la queue leu. Donc c'est assez facile de faire la différence entre les pontes de grenouilles et les pontes de crapauds. Et donc sachez que toutes ces espèces sont des prédateurs et ce sont également les proies d'autres espèces. Par exemple, les cigognes, les hérons cendrés, les ardéidés adorent manger ces animaux-là. Donc, si vous avez des amphibiens dans votre secteur, ils viendront dans votre mare. Si vous n'en avez pas, je vous rappelle qu'il est interdit de les déplacer. Ce sont des espèces protégées. Donc il est interdit de les déplacer, de les transporter, de les retirer de leur milieu naturel pour ensemencer votre mare. Donc vous n'aurez peut-être pas ces espèces-là dans votre mare. Ensuite, on passe aux vertébrés supérieurs. Donc, si vous avez une petite mare dans votre jardin, eh ben, vous aurez les oiseaux qui fréquentent votre jardin. Voici quelques exemples, mais ça dépend vraiment de la région où vous êtes. Donc, ces espèces-là vont venir pour s'abreuver, pour se laver. Donc, les oiseaux prennent un bain pratiquement tous les jours. Ou pour s'alimenter. Alors, soit s'alimenter directement de la faune aquatique, mais également dans les milieux environnants, dans les prairies humides, qui vont venir chercher graines et insectes. Voilà. Du coup, ce sont soit des proies ou des prédateurs. La maison charbonnière peut tout à fait se faire manger par un chat, mais ce sont également de gros prédateurs. Pratiquement tous les oiseaux sont des prédateurs. Voilà. Et ils ont également un autre rôle écologique dans la nature, c'est qu'ils disséminent les graines via leur fiente en allant d'un espace à un autre. Voilà. Si vous possédez des pièces d'eau un petit peu plus importantes, vous allez retrouver d'autres espèces. Donc là, bah, c'est quand vous avez une grande propriété, par exemple, et que vous avez créé un étang. Donc là, vous allez vous retrouver avec des grosses espèces aquatiques comme les canards colverts ou autres canards. Si vous avez des milieux diversifiés, par exemple avec des roselières, vous allez vous retrouver avec des espèces qui vivent dans les roseaux, comme la rousserolle farvate, par exemple. Le héron cendré, donc lui n'est pas très très sauvage, il fréquente les pièces d'eau même en milieu urbain. Alors en général, il vient avant que les parcs ouvrent. C'est le cas au parc floral, hein, où vous le verrez le matin ou le soir. Voilà. La gallinule poule d'eau, ça peut être le Fulque macroule. Donc là, on est sur des pièces d'eau un petit peu plus importantes. Et puis, bien entendu, toutes ces espèces vont attirer des prédateurs. Là, je vous ai mis l'épervier.
qui peut tout à fait faire de la prédation, alors peut-être pas sur les adultes, mais sur les jeunes. Voilà. Donc le danger peut venir du ciel, comme il peut venir également de sous l'eau. Par exemple, le brochet peut tout à fait essayer de choper une jeune poule d'eau. Donc eux viennent pour se reposer. Par exemple, les oiseaux migrateurs adorent ce genre de pièces d'eau, de grandes pièces d'eau. Ils viennent pour s'alimenter ou pour se reproduire. Certains font leur cycle de vie et repartent ensuite, par exemple, pour tous les oiseaux migrateurs. Donc, ils sont herbivores, comme par exemple les canards colverts, qui eux vont manger des plantes aquatiques, disséminer les graines. Alors, en mangeant des plantes aquatiques, ils peuvent également manger des mollusques ou leurs pontes. Ils peuvent également transporter sur leurs pattes des œufs ou des larves. Voilà comment vous pouvez vous retrouver avec des poissons dans une mare alors que vous n'en avez pas installé. Et puis, ce sont également des prédateurs. Pratiquement tous les oiseaux sont des prédateurs. Et ensuite, vous avez des super prédateurs comme l'épervier, par exemple. Autre groupe qui viendra fréquenter votre mare, les mammifères. Donc là, ce sont des mammifères qui fréquentent votre jardin, que vous ne verrez pratiquement pas la journée, mais plutôt la nuit. Donc ça, on en reparlera quand on abordera le suivi écologique de votre mare. Voilà, en fait, ce sont des animaux qui sont capables de passer les grillages ou les haies de vos jardins. Donc mulot, hérisson, espèce protégée. Le rat sur mulot, donc qui eux vont venir fréquenter votre mare la nuit. Et bien entendu, en milieu urbain, enfin pas que urbain d'ailleurs, le chat domestique qui peut faire de gros dégâts, soit sur les mammifères, soit sur les oiseaux, mais il viendra fréquenter votre mare à partir du moment où il verra qu'il y a des proies. Là, je vous ai mis l'écureuil, mais ça dépend vraiment de l'endroit où vous êtes. Ça peut être d'autres mammifères, comme les loirs, les léraux, les muscardins. Tout dépend un petit peu de l'endroit où vous êtes. Donc, toujours pareil, ces espèces-là viennent pour s'abreuver, pour se reproduire ou pour chasser. Ils sont donc omnivores, c'est-à-dire granivores, frugivores, mais également prédateurs. Et ces animaux-là peuvent également se faire manger par d'autres animaux. Voilà, et si, toujours pareil, vous possédez un étang dans une propriété qui n'est pas délimitée par des grillages, ben là, vous pouvez avoir le renard, des chauves-souris sur les grandes pièces d'eau. Donc là, c'est une pipistrelle, mais vous avez certaines espèces de chauves-souris comme les murins qui vont chasser au-dessus de l'eau. Voilà, tous les insectes qui vivent au-dessus de l'eau. Donc les chauves-souris viendront faire de la prédation sur ces grandes pièces d'eau. Le ragondin, voilà, une espèce invasive. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Donc là, c'est le ragondin du parc de Bercy, hein, qui est nourri de carottes et éventuellement de barres chocolatées, je l'ai déjà vu. Voilà, des gens qui leur donnent des barres chocolatées. Et donc, ces animaux, ça peut être également du gros gibier, ça dépend de la région où vous êtes, hein, qui vont venir pour s'alimenter, s'abreuver ou se reproduire. Voilà, ils sont omnivores, ce sont des proies et des prédateurs. Donc voilà un petit peu l'ensemble des animaux que vous pouvez rencontrer attirés par la ressource en eau ou les animaux qui fréquentent votre mare. Donc parmi tous ces animaux, certains, on va dire, ont plus d'importance que d'autres. On les appelle des espèces cibles. Cibles parce que si ces espèces sont présentes, c'est que la qualité de l'environnement est très très bonne. Voilà. Et donc si par exemple vous avez des amphibiens, on sait que d'autres espèces beaucoup plus robustes et moins exigeantes habiteront également dans votre mare. Donc on va cibler ces espèces-là en écologie pour avoir tout un cortège beaucoup plus résistant en dessous. On les appelle également des espèces parapluies. Donc nous allons cibler ces espèces-là et on va retrouver un petit peu tous les groupes animaux. Donc elles sont ciblées parce qu'elles sont rares. Voilà. En écologie, chaque espèce a un statut particulier, rare ou très ou pas rare. Et donc on va viser ces espèces. Donc ce sont les amphibiens et les odonates principalement.
Voilà, deux grands groupes qui sont en danger. Les oiseaux, certains oiseaux, bien sûr. Les mammifères, tels que le hérisson. Quelques insectes. Donc certains ont un statut de protection au niveau régional ou national. Et puis également des plantes locales qui peuvent avoir un statut rare de protection et que vous pouvez retrouver dans votre mare également. Donc tout ça, ça fera partie du suivi écologique de votre mare. Et si vous avez des amphibiens ou des odonates, vous pouvez dire que vos objectifs écologiques sont atteints. Alors, tout comme on va essayer de cibler des espèces, on va faire attention aussi aux espèces indésirables, euh, aussi bien des plantes que des animaux. Donc, voici quelques plantes exotiques et invasives, comme la jussie ou la renouée du Japon. Donc, comme toutes les plantes invasives, elles viennent d'ailleurs, elles ont été apportées accidentellement ou pas, et elles ont un pouvoir de colonisation énorme. Donc, elles vont prendre la place un petit peu de nos espèces locales et perturber l'écosystème. Voilà. Sachez qu'on dépense énormément d'argent dans le monde, mais en France, pour lutter contre toutes ces espèces invasives. Donc le mieux, c'est de privilégier une flore indigène quand vous allez installer vos plantes. Attention, en jardinerie, ils vendent également des plantes exotiques, comme les jacinthes d'eau. Alors tant qu'elles restent chez vous, ça va, mais si elles partent dans les écosystèmes naturels environnants, c'est là qu'elles peuvent faire des dégâts. Voilà. Donc n'introduisez pas, surveillez également les plantes, ça c'est toujours dans le suivi écologique, surveillez les plantes et si elles sont invasives, vous les enlevez, vous les détruisez. Voilà. Et donc vous avez la même chose chez les animaux, comme ici l'écrevisse à pattes rouges, pardon, ou les tortues de Floride, qui sont toutes des carnivores, qui vont déjà appauvrir votre milieu et qui vont supplanter nos espèces de tortues ou d'écrevisses indigènes. Voilà. Donc pareil, n'introduisez aucune de ces espèces. Voilà, ou laisser faire simplement la nature. Mais dans les pièces d'eau, dans les parties communes, par exemple, vous pouvez vous retrouver avec des tortues de Floride que les gens ont jetées dans votre mare. Donc là, bah, c'est pratiquement à éliminer si vous voulez conserver une mare écologique. Sachez également que l'introduction ou la présence de ces espèces exotiques euh, est la deuxième cause de la perte de la biodiversité dans le monde. La première étant la destruction et la fragmentation des milieux. La deuxième, c'est les invasions biologiques. Imaginez un rat que vous déposez sur une île, par exemple, où il n'était pas encore présent, bah, le rat va ensuite avoir un impact sur cet écosystème en mangeant tout ce qui est au sol, les œufs. Donc déjà tous les oiseaux qui nichent au sol, c'est terminé. Donc voici par exemple un exemple de l'impact de ces espèces invasives. Donc une fois qu'on a passé en revue un petit peu la faune, parlons de la flore. Donc dans votre mare, vous allez devoir aussi installer différentes catégories de plantes. Voilà, donc chaque plante aquatique, entendons-nous, a ses exigences écologiques, ce qui fait que par exemple le roseau ne va pas coloniser le milieu de votre mare, parce que dès qu'il y a trop d'eau, il ne pourra pas survivre. Donc lui, c'est une espèce de riff qui va croître dans les pieds dans l'eau. Voilà, donc vous avez déjà des plantes qui sont sur les berges, donc qui sont dans des milieux humides, on va dire, des plantes ou des arbres, on les appelle des hygrophytes, pas vraiment les pieds dans l'eau. Ensuite, vous avez les plantes dont la base est immergée, comme les roseaux par exemple, les iris, donc on les appelle des hélophytes. Et la troisième catégorie de plantes, ce sont les plantes strictement aquatiques, soit qui sont enracinées dans le fond comme les nénuphars, ou qui sont flottantes, comme par exemple les lentilles d'eau. Donc, dans votre mare, tout comme il vous faudra les différents corps de métier animal, animaux, pardon, il vous faudra ces trois types de plantes. Donc, votre mare, quand vous allez la créer, il vous faudra différents niveaux d'eau.
avec des paliers, des zones très profondes et des zones moins profondes. Voilà, donc ces trois types de plantes devraient être présentes dans votre mare, mais pas en excès non plus. On verra ça lors de l'entretien. Donc voici quelques plantes, mais vous trouverez dans la littérature différentes listes de plantes en fonction de leurs exigences écologiques. Voilà, très important, votre mare, elle risque de déborder. Donc, il faudra bien repérer lors de la création de votre mare où se trouve cette zone de débordement. Et à cet endroit le plus faible, on va dire, vous pourrez créer une petite dépression où les autres débordements iront. Et c'est là que vous installerez des plantes dites de prairies humides. Voilà, ces plantes sont souvent très nectarifères. Donc, ça, c'est une valeur ajoutée à votre mare comme les rennes des prés, par exemple, les salicaires. Voilà une petite liste. Donc ça, c'est des plantes qui iront autour de votre mare. Voilà, elles n'iront pas s'installer dans la mare. Si elles s'installent, il faudra les réduire, les maintenir. Donc elles sont toutes nectarifères et donc très très intéressantes pour augmenter la biodiversité de votre jardin. Autre catégorie, les plantes de rive, celles qui vivent les pieds dans l'eau, c'est celles que vous mettrez dans les derniers paliers, les derniers escaliers de votre mare. On verra tout à l'heure le profil d'une mare. Voilà, donc c'est aussi une petite liste, les joncs, les prêles, les iris. Essayez toujours de rester dans des espèces indigènes, hein, rappelez-vous. Mais là, vous avez un très très grand choix. Alors attention, dès que vous allez mettre des plantes dans votre mare, elles vont croître parce qu'il y a de la matière organique, il y a de l'eau, il y a du soleil, donc elles vont pousser, 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 elles vont se concurrencer, c'est-à-dire que vous allez installer plusieurs espèces et l'année d'après, il y en a une qui aura disparu, elle aura été évincée et elle peut tout à fait revenir quelques années après. Donc, ce qui est intéressant aussi dans une mare, c'est qu'elle elle évolue, elle n'a jamais le même aspect. Et les plantes donc qui vivent strictement dans l'eau, voilà, les potamos, les nénuphars. Donc, je vous rappelle que ces plantes donc, sont oxygénantes, mais qu'elles sont aussi des supports de ponte pour les amphibiens ou les mollusques, par exemple. Donc là, vous allez les installer au fond de votre mare. Voilà. Donc soit avant de mettre en eau, soit après. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est les lester avec vous enlevez le godet en plastique, vous les lestez un caillou et vous les jetez à l'endroit le plus profond. Voilà, c'est assez simple, hein. Voilà. Ces pierres créeront des micro-milieux également au fond de votre mare. Donc le but, c'est de diversifier les milieux également dans votre mare. Voici une petite liste. Et donc, il y a un moment où ces plantes vont vraiment coloniser la mare. Vous ne verrez pratiquement plus l'eau et c'est là, même bien avant, qu'il faudra intervenir. On en reparlera. Donc, voici un petit peu, je vous conseille de faire un plan. Voilà, pour vous rappeler où vous avez installé les plantes en fonction de leurs exigences écologiques. Là, vous voyez un petit peu les les différentes courbes de niveau, un petit peu comme vous avez sur la cartographie en montagne. Donc avec les tâches des plantes que vous avez prévu d'installer, les niveaux. Donc là, on voit que sur la gauche, les niveaux sont très rapprochés. Donc on a une paroi abrupte, c'est-à-dire que là, aucun végétal ne pourra s'installer sur cette zone. C'est très très bien. Et que vous allez ensuite créer des niveaux, des paliers, comme ça, pour pouvoir installer des plantes et également pour une bonne colonisation par la faune. Sachez par exemple que beaucoup de hérissons en milieu périurbain se noient dans les piscines parce qu'ils ne peuvent pas ressortir. Donc le principe, c'est de leur créer des paliers ou de mettre des plateformes, des planches, tout ce qui pourra permettre à cette faune de ressortir, de rentrer et de ressortir de l'eau. Donc là, on vous a mis les dimensions de 2 mètres sur 1 avec une profondeur de 80 cm. C'est à peu près la profondeur nécessaire pour que votre mare soit viable. Faites attention tout de même à la sécurité. Un enfant peut tout à fait se noyer dans 80 cm d'eau, hein. Donc pareil, nous en reparlerons un petit peu tout à l'heure.
Voilà, donc on a vu un petit peu les différents organismes, on a vu comment fonctionnait une mare écologique. Maintenant, on va passer au côté technique, c'est-à-dire comment créer une mare. Alors, soit vous avez des moyens techniques, humains, financiers, mais vous pouvez également proposer une mare pour pas grand-chose. Donc, concernant les zones humides, euh, la législation est assez floue en ce qui concerne les petites mares. En attendant, c'est quand même une demande de mairie, voilà, pour que la mairie puisse identifier les points d'eau qui sont sur son territoire. On ne sait jamais, en cas de maladie ou d'épisodie. Donc c'est une formalité, mais elle est nécessaire. C'est une demande de mairie. Attention, ce n'est pas un permis de construire, c'est simplement le fait de signaler à votre mairie que vous avez installé une mare dans votre jardin. Concernant les espèces protégées, vous devez être au courant du statut de ces espèces, hein. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc soit ces espèces protégées sont venues toutes seules, soit elles ne viendront pas et vous avez interdiction de les introduire. Voilà. Pour ça, il faut vous référer aux listes rouges régionales ou nationales qui éditent tous les ans des listes des animaux protégés sur son territoire. Voici la grande douve, par exemple. Donc ça peut être des animaux comme des plantes. La grande douve est protégée en Île-de-France. C'est une grande renoncule. Donc si elle est présente dans votre jardin, ben, c'est très bien. Ça fait une station supplémentaire pour cette espèce, mais il est interdit d'aller la chercher et de l'installer dans votre mare. Voilà. Donc les listes rouges, vous les trouvez sur Internet. Vous les trouverez également à notre centre ressources à la bibliothèque de la Maison du Parc Floral. Mais vous êtes censé connaître ces espèces. Donc quel profil? Côté gauche, c'est une mare avec des paliers. Donc là, je vous disais, ce sont comme des marches qui vont permettre à la faune et à la flore de coloniser, de s'installer dans votre mare. La photo de droite, c'est plutôt un profil d'une seule profondeur, un petit peu comme une piscine, avec un côté un petit peu plus profond qu'un autre, mais là, il n'y a pas de difficulté pour que la faune vienne s'installer. Vous n'aurez pas la même diversité de plantes, par exemple, dans cette zone que dans celle-ci. Ça, c'est vous qui choisissez ce que vous désirez avoir comme profil. Voilà. Personnellement, pour une mare à grande diversité, il est plutôt conseillé de mettre des paliers. Ensuite, l'étanchéité. Donc, soit vous achetez des bassins prémoulés que vous pouvez acheter en jardinerie. C'est par exemple le modèle que j'ai chez moi. Donc là, il suffit juste de faire un trou, de respecter un petit peu les paliers et de poser votre bassin prémoulé. Donc, je vous dis tout de suite, il n'y a aucun moyen qui est vraiment écologique. Ce sont des plastiques, des bâches. Le seul procédé écologique, c'est l'argile. Mais l'argile ne permet pas une étanchéité parfaite non plus. Donc c'est une mare écologique, mais avec des matériaux qui ne le sont pas trop. Voilà. Donc là, vous pouvez installer votre bassin prémoulé, laisser la végétation s'installer et l'objectif étant de cacher complètement le plastique. Au bout de quelques années, vous obtenez ce résultat où on ne voit plus rien. Vous pouvez maçonner votre bassin. Vous pouvez même réhabiliter un bassin. C'est l'exemple de ce bassin dans un jardin partagé où c'était au départ un bassin maçonné pour les poissons et donc l'équipe a voulu augmenter la biodiversité. Ils ont donc créé des paliers, végétalisé, enlevé les poissons et ça fonctionne très bien depuis. Sachez également que dans les bassins ou les mares, vous n'avez pas besoin de mettre de pompe pour oxygéner, ce sont les plantes qui s'en occupent. Ensuite, vous pouvez installer pour l'esthétisme une cascade ou pour le bruit, mais ce n'est pas du tout nécessaire d'oxygéner l'eau. Les plantes s'en occupent toutes seules.
Donc les bassins maçonnés, les retours d'expérience montrent qu'à la moindre petite fêlure, c'est fichu, qu'il faut tout vider, réétanchéiser. Donc ça peut être du béton, ça peut être d'autres matériaux également, mais c'est pas top top d'après les retours que nous avons. Et ensuite, beaucoup de mares sont donc créées avec des bâches de différentes épaisseurs. Donc ça, c'est assez fiable, mais sachez quand même qu'elle va s'abîmer si c'est pas le froid, le chaud, les UV euh, ou l'entretien. Le moindre petit trou, bah, votre mare est fichue, il faut la vider et mettre des rustines. Donc aucun système n'est parfait. Et voilà, au bout de quelques années, votre mare, donc toujours le même principe, on va essayer de cacher au maximum la bâche pour obtenir un milieu à l'apparence naturelle. Donc le choix du site, vous allez donc choisir un terrain plat, je vous le conseille, vous n'aurez pas à aplanir le sol, et qui est ensoleillé une partie de la journée. Pas toute la journée, mais pas constamment à l'ombre. Rappelez-vous qu'on a besoin que les producteurs fassent la photosynthèse. Et ne vous mettez pas non plus, même s'il existe des mares forestières, ne vous mettez pas au-dessus des arbres. Toute cette matière organique, ces feuilles vont tomber dans votre mare et vous allez devoir courir derrière l'entretien, car ces feuilles ne vont pas très très bien se décomposer. Mais le soleil, c'est très important une bonne partie de la journée. Si vous pouvez vous mettre à côté d'une toiture pour récupérer les eaux pluviales, c'est très bien. Vous allez rendre le système plus autonome. Donc l'absence d'arbres à proximité, donc soit pour creuser, parce que quand vous avez des racines, vous pouvez difficilement creuser, ou pour ne pas prendre toutes les feuilles à l'automne dans votre mare. Et pensez bien à la zone de débordement. C'est assez rare quand même, hein, mais ça peut arriver en cas de gros orages. Et donc là, il faut vraiment que l'eau de débordement aille plutôt vers la prairie ou vers votre gazon plutôt que vers votre habitation. Donc là, avec l'eau, ça se joue au millimètre près, ça se joue avec un niveau. Et lorsque vous allez préparer le profil de votre mare, vous mettrez une planche en travers avec un niveau et il faut à tout prix que ce soit vous qui décidiez de la zone de débordement des eaux. Donc voici le système que nous avions prévu au parc floral. Donc nous récupérons l'eau pluviale de la toiture qui descend le long d'une gouttière et qui tombe donc dans cette zone humide. Une fois que la zone humide est remplie, en cas de gros orage par exemple, elle va déborder dans une autre zone via une petite gouttière. Donc vous voyez que là, ça se joue vraiment avec le niveau. C'est les eaux de la zone de la mare vont aller dans une zone de marais. Et même si cette zone de marais déborde, nous avons prévu une autre petite dépression qui n'est pas bâchée, celle-là, où nous avons installé des fragmites, voilà, pour récupérer les dernières eaux de débordement. Et même si cette zone débordait, ça irait dans le gazon, dans les pelouses. Voilà. Donc là, on a un système à 3 pièces d'eau, autonome, ou presque, c'est-à-dire qu'on peut, quand les 3 pièces d'eau sont remplies, on peut dériver les eaux pluviales dans les égouts et dériver les eaux dans nos pièces d'eau quand elles sont à sec. Mais nous, on ne laisse jamais nos pièces d'eau vraiment se dessécher. On les garde tout le temps en eau. Mais si vous avez le choix, mettez-vous bien près d'une toiture, d'une gouttière pour récupérer les eaux. Donc vous allez débarrasser le sol de tous les végétaux, les pierres. Vous allez sécuriser le chantier, bien sûr, surtout si vous êtes dans un espace public. Et vous allez matérialiser vos paliers avec de la farine ou de la craie, surtout si ce n'est pas vous qui creusez, mais si vous faites appel à un entrepreneur, il faut qu'il puisse visualiser un petit peu la profondeur, la taille et les niveaux que vous avez prévus dans votre mare. Le matériel, sinon, si vous n'avez pas d'engin, ben, c'est la pelle et la pioche. Et des bras. Voilà. Ensuite, vous allez dégrossir un petit peu les reliefs, c'est-à-dire qu'une fois que votre mare a été grossièrement creusée, vous allez enlever les cailloux, les racines, pour ne pas percer la bâche quand vous allez intervenir dans votre mare. Reprofiler les berges, c'est-à-dire que vous allez faire des pentes douces
Donc là, nous ne sommes pas sur une mare avec des paliers, mais nous sommes plutôt sur une zone humide dite de marais. Voilà, avec une zone un petit peu plus profonde ici qui fera 50 centimètres et ici qui fera 30. Voilà. Donc là, on va plutôt mettre des plantes de marais que des plantes vraiment aquatiques, c'est-à-dire que ce ne seront que des plantes qui ont les pieds dans l'eau. N'oubliez pas de garder la terre pas très très loin parce que vous allez avoir besoin de la remettre par-dessus la bâche. Et tout autour de votre pièce d'eau, vous allez créer une tranchée qui servira à recevoir tous les matériaux d'étanchéité. Donc une fois que vous avez enlevé, vous avez creusé, vous avez profilé les berges, vous avez créé vos paliers s'il y en a, vous allez mettre une couche de sable. Ça, c'est pour enlever toutes les aspérités. Voilà. Vous pouvez ensuite mettre un grillage. Alors le grillage, c'est facultatif, c'est pour empêcher les mulots, les taupes de percer votre bâche. Voilà, c'est pour les galeries des micro-mammifères. C'est facultatif. Par contre, le géotextile, le feutre géotextile, c'est ce qui va stabiliser un petit peu votre bâche. Donc ça, c'est très très important d'en installer une. C'est également, ça fera un petit amortisseur si vous devez aller dans votre mare pour la nettoyer avec des bottes. Ça fera un petit amortisseur pour éviter de percer la bâche également. Une couche de sable et ensuite vous pouvez bâcher. Alors, voici une petite formule. C'est pas la peine de la noter. Je peux quand même vous la mettre comme ça si vous voulez faire une capture d'écran. Mais c'est là que vous pourrez retourner sur nos visios sur YouTube pour avoir la formule. Voilà. Donc les bâches, c'est EPDM, c'est ce qu'il y a de plus écologique. C'est des bâches qui sont assez épaisses, mais souples quand même, qui respectera donc les paliers, qui coûtent à peu près 9 euros le mètre carré. Donc pour la mare qu'on vous a donné tout à l'heure de 2 mètres sur 1, avec 80 centimètres de profondeur, il vous faudra à peu près 16 mètres carrés d'un seul tenant. Voilà, donc c'est le plus gros budget de votre mare, ça sera à peu près 160, 170 euros pour la bâche. Voilà, je vous laisse si vous voulez faire une capture d'écran. Donc en fait, c'est la longueur par la largeur, plus 50 centimètres sur chaque bord que vous allez donc mettre dans la petite tranchée que vous avez prévue tout autour de votre pièce d'eau. Donc la formule est assez simple. N'hésitez pas à prendre du rab. Alors, dans le commerce, vous avez des rouleaux qui ne sont pas infinis, d'où aussi l'intérêt de faire de petites mares. Si vous avez des grandes mares, il faudra faire souder ensuite la bâche. Et donc là, c'est un procédé qui vous coûtera aussi de l'argent, la soudure de bâche. Et ce sont des entreprises qui le font. Donc ce n'est pas du tout le même budget. Voilà, donc on va rester sur une échelle assez restreinte. Donc vous mettez votre bâche par-dessus le sable, rappelez-vous. Vous allez ensuite remplir la tranchée que vous avez faite tout autour, vous la remplissez de terre et de cailloux. Si vous avez des paliers intermédiaires, vous faites la même chose, c'est-à-dire que votre bâche va épouser les paliers et chaque palier sera ensuite calé avec des pierres et de la terre. Et dans ces paliers, vous pourrez ensuite installer vos plantes. Ne mettez pas que des pierres, parce que vous ne pourrez plus mettre de plantes. Donc, vous alternez terre, pierre, terre, pierre, et ainsi de suite. Vous allez bien caler, c'est ce que je viens de vous dire. Voilà, vous terminez les rives et vous allez découper le surplus de la bâche, donc au niveau de la flèche. Voilà, vous coupez au niveau du sol tout le surplus. Voilà, ce qui fait qu'on ne verra plus rien et c'est dans cette rigole que vous pourrez ensuite installer vos plantes. Vous recouvrez ensuite votre bâche avec la terre d'excavation que vous avez gardée pas très très loin de votre chantier. Donc là, vous allez voir, dès que vous installez vos plantes et que vous mettez en eau, bah, la terre va tomber au fond. C'est normal. On va cacher la misère un peu après. Donc vous mettez les plantes que vous avez choisies. Attention aussi, le défaut quand on débute, c'est d'installer trop de plantes. Mettez un ou deux godets de chaque plante, rappelez-vous, de chaque type de plante, dans l'eau, immergée,
en rive, mais n'en mettez pas trop, ça va très très vite pousser et vous allez courir derrière l'entretien ensuite. Voilà, vous effectuez la mise en eau, donc vous voyez, c'est là que du coup bah, la terre retombe au fond, mais c'est pas grave, on va laisser faire la végétation. On peut colmater aussi avec une terre argileuse pour cacher un peu la misère. Nous, ce que nous avons fait, c'est que tout autour de la mare, on a installé des rouleaux de gazon. Donc c'était très rapide. Le gazon a poussé, on l'a pas tondu bien sûr, et il s'est couché, il a vite, très très vite caché la bâche. Mais sinon, vous laissez la végétation spontanée s'installer. Ce sera d'ailleurs d'une plus grande diversité. Le but étant de cacher la bâche. Vous sécurisez, surtout si vous êtes dans un espace public, mais même, hein, je veux dire, un enfant ou un animal domestique peut se noyer. Donc nous avons choisi cette solution, comme on est dans un espace public. On a installé des tas de bois, ce qui est une valeur ajoutée également à la mare, hein, parce que des insectes et des plantes, des champignons vont s'installer sur ce bois qui va pourrir. Et on a simplement fait des petites passes, quand même, voilà, pour ne pas rendre le milieu hermétique, mais qu'il soit plutôt connecté aux autres milieux. Des passes, un petit peu le principe des crapauducs que l'on voit sous les routes ou au-dessus des routes. On veut que les animaux puissent venir et repartir. Voilà. Tout en empêchant un humain d'aller trop près, de piétiner ou pire de se noyer. Voilà. Donc, Peut-on attendre que la mare se remplisse naturellement avec la pluie, si c'est une saison favorable, ou bien faut-il forcément la remplir artificiellement? non, on peut attendre, mais nous, on veut une marque qui est très très rapidement en eau et qui atteint très très rapidement son équilibre. C'est pour ça aussi qu'on la laissera toujours en eau, alors qu'on peut la laisser s'assécher en été. On verra, il y a de l'évapotranspiration, de l'évaporation. Il y a beaucoup de, les plantes fonctionnent de l'eau, les insectes viennent chercher de l'eau, et donc si on ne fait rien, la mare va s'assécher jusqu'aux premières pluies d'automne et d'hiver. On peut faire ça, hein, c'est un fonctionnement plutôt naturel d'ailleurs, mais nous, on a pris pour principe de garder toujours une mare en eau. Donc, quand il n'y en a plus, on en rajoute, soit avec le robinet, soit avec les pluies C'est quand même, saisonnières. c'est quand même toujours mieux de faire des petits appoints réguliers plutôt qu'un grand renouvellement d'un coup, Tout à fait. avec de l'eau chlorée, voilà. Oui, tout à fait. Il vaut mieux rajouter de temps en temps que de tout changer. On verra aussi pour l'entretien. Quand on va enlever de la vase, on ne va pas tout enlever et tout nettoyer au Karcher. On va en enlever un petit peu tous les ans. Voilà. Pour conserver un réservoir biologique. Donc voilà l'évolution d'une mare. Donc il y a de l'eau, il y a de la terre, il y a des plantes, elles se plaisent. Et donc ça va aller très très vite. Les premières années, vous ne touchez à rien. On va dire les 3 premières années, surtout pas au fond. Le fond, le substrat du fond, on n'y touche pas. On le laisse s'installer correctement. D'où l'intérêt aussi d'avoir un plan rédigé pour savoir où j'ai mis telle ou telle plante, savoir si elle est encore là ou pas. Et là, on ne touche à rien. Vous voyez, ça évolue très très vite, hein. Et au bout d'un N+2, l'année N+2, là, il va être temps de passer à l'entretien, car l'évolution naturelle de la Mars, ça va être de se combler et de s'atterrir. C'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut atteindre un certain équilibre et conserver cet équilibre. Si on ne fait rien, cet équilibre va disparaître. Donc, on ne perturbe rien les premières années. Vous allez avoir des problèmes des jeunes mares, c'est-à-dire par exemple des algues filamenteuses qui vont s'installer. C'est parce qu'il y a trop à manger dans votre mare, elle n'est pas du tout encore bien équilibrée. C'est le même procédé que vous retrouvez sur les plages bretonnes. Il y a trop à manger, donc les algues prolifèrent. Voilà. Ça, on ne fait rien. Les premières années, on laisse faire. Et donc, il va être temps de passer au chapitre entretien. Donc, voici l'évolution naturelle d'une mare sur ce schéma. Voilà. Donc, la matière organique va s'installer, s'accumuler au fond. Les arbres vont commencer à s'installer. Ils vont faire de l'ombre. La lumière ne passera plus et la mare va s'atterrir. Donc ça, c'est un phénomène naturel. Nous, ce qu'on veut, c'est la conserver au point d'équilibre entre la 1 et la 2. Et donc, qui dit assèchement de la mare dit disparition de l'eau et disparition des plantes et animaux aquatiques. C'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est obtenir une grande diversité de plantes et d'animaux aquatiques. Donc, on ne va pas du tout laisser faire la nature.
Donc, vous voyez, ça c'est la mare qui n'a pas eu d'entretien depuis longtemps. Les arbres s'installent, la photosynthèse s'arrête. Si moins il y a d'eau, plus les végétaux vont au milieu de la mare et vous allez vous retrouver avec 20 cm d'eau dans une mare qui fait 1,20 m de profondeur. Donc lors de l'entretien, vous allez déjà enlever tout ce qui pousse autour, tout ce qu'on appelle les ligneux, les arbres, les premiers arbres qui vont venir naturellement s'installer. Vous allez les arracher, on ne veut pas trop d'arbres autour de la mare. Et puis un autre principe de gestion, c'est qu'on va empêcher le milieu de se fermer. Voilà. Donc aussi bien autour de la mare que dans l'eau. On va maintenir au moins la moitié de la mare en eau libre. En eau libre, c'est-à-dire sans plante. Alors, vous voyez là, l'exemple qui est à droite, c'est ma petite mare. Il commence à y avoir un petit peu trop de végétation. C'est-à-dire que là, on n'est même plus à 50% en eau libre. Il va être temps d'intervenir. Donc les interventions dans les mares se font au moment le moins critique, c'est souvent octobre, novembre, décembre, quand les animaux ont fini leur cycle de reproduction. Après, sur les berges, vous pouvez intervenir à n'importe quel moment en faisant des petites interventions. Bien sûr, vous n'allez pas enlever tout ce qui est en floraison, ça c'est un principe aussi, on n'arrache pas ce qui est en fleurs, mais dès que les floraisons sont terminées, vous ouvrez le milieu. On va maintenir le milieu ouvert. Voilà, et on va éviter tout entretien agressif, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les amphibiens des fin février sont venus pondre, on ne touche plus à l'eau normalement. L'entretien a été préparé en amont. Si c'est pas fait, on ne touche plus à rien. Sinon, vous allez détruire toutes les pontes. Donc l'eau, ben, on en a déjà un petit peu parlé. Vous pouvez approvisionner assez régulièrement en eau, donc soit avec les eaux pluviales. Surtout, vous n'allez pas nettoyer, on va respecter un calendrier biologique. Donc ça, c'est ce que je vous disais, en automne et en hiver, quand les animaux ont fini leur cycle, vous pouvez intervenir. Sachez qu'à chaque fois que vous allez intervenir sur la mare, vous allez faire un cataclysme de toute façon. Donc il faut trouver le moment où c'est le moins néfaste pour la biodiversité. Vous allez curer la mare au bout de quelques années. Je vous ai dit, les 3 premières années, on laisse faire, on laisse s'installer le fond, le substrat. Mais si, il ne faut jamais qu'il y ait plus d'un tiers de la profondeur en vase. Sinon, votre système va également s'arrêter. Donc, on va enlever un petit peu de cette matière organique. Donc, nous, on l'enlève avec une épuisette, tout simplement. On va au fond et on vide un petit peu de cette vase. On ne l'enlève pas tout de suite. On va la mettre sur le côté. On va trier, remettre les animaux les plus visibles dans l'eau et on va laisser un petit peu cette matière organique quelques jours sur le bord pour que justement les animaux puissent retourner ou s'échapper de cette vase. Et ensuite, il faudra exporter toute cette matière organique, ne surtout pas la laisser autour de votre mare. La mare est un milieu pauvre, les rives aussi. Donc, on va exporter toute cette vase qui est très très riche. Vous pouvez la mettre au compost ou dans vos massifs, mais ne pas la laisser autour de la mare surtout. Le matériel, donc pour nettoyer, il vous faut une épuisette et une cisaille. Alors attention de ne pas percer la bâche avec la cisaille, hein, c'est arrivé également chez nous. Ça peut être un râteau également. Le, le, ce qui est bien, c'est de pouvoir faire le tour de la mare également. C'est pas toujours le cas pour pouvoir accéder un petit peu à tous les endroits. Si ce sont des plus grandes pièces d'eau, ben, il vous faudra des wellers, des bottes, des grandes bottes qui viennent jusqu'à la taille, et puis aller dans l'eau pour enlever un petit peu ces plantes. Rappelez-vous, il faut toujours qu'il y ait la moitié au moins de la mare en eau libre et que le soleil rentre dans cette mare. Donc l'approvisionnement en eau, voilà notre système. Donc on peut l'ouvrir ou le fermer. Euh, Quand on l'ouvre, ça va dans la mare. Quand on le ferme, ça va dans les égouts. Donc là, c'est pas automatique, hein, c'est à vous de prévoir. Ça peut être un système comme ça où vous récupérez les eaux pluviales. Ça, c'est le système que j'ai chez moi. Donc ça, c'est automatique. Le, le fût se remplit tout seul lors des pluies. Quand il est plein, ben, ça arrête de collecter l'eau. Et ensuite, ben, moi, je peux jouer un petit peu avec ce fût pour remplir ma mare en eau pluviale. Voilà. Donc c'est fermé, les moustiques ne peuvent pas rentrer, c'est vraiment autonome.
il y a lors des grands étés, des grandes canicules, le fût là, de 300 litres ne suffit pas à alimenter ma mare, donc là je rajoute un petit peu d'eau euh, du robinet. Mais c'est rare. Voilà. Donc ça peut être le robinet. Donc installez votre mare pas trop loin, ou alors vous installez comment, un tuyau. Je vous ai dit, si vous dérivez un cours d'eau, là il vous faut des autorisations. Ça peut être également une source que vous avez chez vous. Donc là, je vous conseille, surtout si vous êtes en milieu très agricole, de faire analyser l'eau et de rechercher, parce qu'analyser l'eau, il faut rechercher quelque chose de particulier. Là, on va rechercher surtout les pesticides qui sont utilisés dans les champs. Ça dépend un petit peu des cultures que vous avez autour de chez vous. Mais bon, sachez que si vous mettez des eaux très polluées dans votre mare, ça peut faire d'énormes dégâts. Voilà, donc l'entretien, c'est assez compliqué de faire de tout vous dire comme ça. Il y a plutôt des grands principes. Donc, le soleil, il faut qu'il puisse rentrer. Donc, on va empêcher le milieu de se fermer, aussi bien autour que dedans. Et puis voilà. Alors, comment on fait un suivi? Donc, soit on fait des inventaires, vous avez votre mare, elle évolue, on va essayer de la maintenir à ce niveau d'équilibre. Donc là, vous allez faire des inventaires, vous allez ponctionner soit de l'eau, soit de la vase au fond, vous allez regarder sous les plantes s'il y a des pontes, vous allez également visualiser les espèces qui fréquentent votre mare, que ce soit les insectes, les oiseaux, tout ça, vous pouvez dresser des listes, hein, des inventaires. Vous pouvez également, ah oui, ça je vous en ai pas parlé, c'est très important pour les amphibiens, créer des milieux annexes, c'est-à-dire là, en l'occurrence, c'est un gîte d'hibernation. Les amphibiens viennent très peu de temps dans l'eau, ensuite ils retournent en milieu forestier ou dans les milieux environnants. Donc vous pouvez leur installer des gîtes comme ça d'hiver. Ils vont aller squatter sous les bûches, voilà, pour passer l'hiver. Vous pouvez créer des friches, bien sûr. Donc ça, on est plutôt dans la complémentarité des milieux dans votre jardin. Des friches, des prairies fleuries, des zones minéralisées. Donc tous ces milieux annexes vont enrichir la biodiversité de votre jardin. N'oubliez pas les connexions. Il ne faut pas que votre mare soit isolée avec un grillage ou un mur en béton. Donc pour le suivi, ou pour monter en compétence, voici quelques ouvrages que vous retrouverez à la bibliothèque. Donc le Vigo, donc c'est un petit guide de terrain qui regroupe faune et flore aquatique, plus quelques généralités sur l'écologie d'une mare, ce qu'on vient un petit peu d'aborder. Une mare naturelle dans votre jardin, c'est exactement un petit peu le même plan que j'ai suivi. Vous pouvez également participer à des actions de sciences participatives via la SNPN, la Société nationale de protection de la nature, qui a mis une opération MAR. Donc là, c'est une ressource assez importante également. Je vous invite à aller sur leur site. Voilà, il y a également des observatoires de biodiversité. Donc là, vous créez de la science, en fait, à partir de vos données, ce qui est le principe un peu des sciences participatives. Où on demande aux particuliers d'intervenir dans des actions mises en place par des scientifiques. Voilà. Et puis vous pouvez participer à des animations locales. J'ai mis la Maison de Paris Nature, mais ça peut être d'autres associations naturalistes, bien sûr. Donc là, pour faire du terrain, je sais que Frédéric fait régulièrement les odonates, la faune du sol, par exemple, sur des mares parisiennes. Donc, n'hésitez pas à participer à ces animations. Et vous pouvez également installer, c'est ce que j'ai mis chez moi, des pièges photographiques que vous avez ici à gauche sur la photo, donc qui se déclenchent automatiquement au mouvement.
de jour comme de nuit. Ça peut faire des photos comme des vidéos, et ça, pour le suivi écologique, c'est parfait, en particulier pour les mammifères, qui, eux, viendront fréquenter votre mare uniquement la nuit. Et donc là, vous pouvez avoir de très très bonnes surprises. Moi, j'ai pris des mulots, des rats, des chats, des fouines qui viennent également dans mon jardin et qui viennent fréquenter les pièces d'eau, les oiseaux qui viennent boire, qui viennent se baigner également. Donc, c'est un petit outil très sympathique que vous pouvez vous faire offrir pour votre anniversaire, par exemple, vu que Noël est passé. Il faut compter à peu près 150 euros minimum pour les modèles de base. Et ça peut servir également à d'autres endroits de votre jardin. Donc, soit vous faites des inventaires, soit vous mettez des pièges photographiques pour voir un petit peu qui fréquente votre mare. N'hésitez pas à refaire des inventaires d'une année sur l'autre pour voir un petit peu si vous avez augmenté la richesse de votre milieu. Et voilà ce que je vais à vous dire un petit peu sur une mare écologique. Donc pour terminer, notre offre d'accompagnement, si vous êtes donc parisien et une collectivité, donc ça peut être un établissement scolaire, une entreprise, une copropriété, bailleurs sociaux, jardins partagés, associations, j'en passe. Vous pouvez nous solliciter si vous avez un projet de création de mares ou tout autre projet qui concerne un petit peu le renforcement de la biodiversité. Et si c'est sur le territoire parisien, nous pouvons nous déplacer pour vous accompagner et vous aider dans vos projets. Voilà, pour ça, il suffit de nous contacter, maisonparisnature@paris.fr, de nous expliquer en quelques lignes quel est votre projet ou quels sont vos projets. Et nous viendrons sur votre site pour vous faire une visite diagnostique. Nous vous remettrons ensuite un petit dossier de préconisation pour vous accompagner au mieux. Voilà, en haut à droite, c'est une mare que nous avons réaménagée, qui se trouve dans un jardin partagé. Ils avaient beaucoup de moustiques, par exemple, ça c'est le problème hein, en milieu urbain, beaucoup de moustiques. Des plaintes des voisins. Du coup, on l'a végétalisé. La faune a commencé à arriver et ils ont de moins en moins de larves de moustiques. Donc, il n'y a pas de mystère. Euh, si c'est juste un trou avec de l'eau, ça sera rempli de moustiques. À partir du moment où vous allez mettre des producteurs et des plantes, le système va commencer à se mettre en route. Et bien sûr, vous aurez des larves de moustiques, mais elles seront régulées par d'autres espèces. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le sujet.